Allez, c'est parti, une autre interview, celle de Ludovic Tartavel aujourd'hui, une interview que je publie 1 an et demi après l'avoir tournée. Donc une vidéo un peu différente de ce que vous voyez en ce moment sur la chaîne, mais je suis très content de la publier parce que en fait, Booba vient de sortir toute sa discographie en mixage Atmos et c'est Ludovic Tartavel qui a mixé ça. Donc vous allez voir un peu le côté pro, le côté studio du Dolby Atmos, il donne plein d'infos hyper intéressantes sur le sujet. Allez, avant de regarder la vidéo, je vous invite donc à vous abonner à la chaîne, cliquez sur la petite cloche et surtout, allez vous abonner sur mon Insta et mon TikTok pour du contenu exclusif. Allez, je vous laisse avec l'interview de Ludovic Tartavel au studio Grande Armée. Bonjour Tristan. Je suis désolé. Non, il n'y a pas de souci. Bonjour Ludovic. Salut. Désolé de t'avoir appelé Tristan. Je t'ai appelé Tristan parce que tu fais aussi du Dolby Atmos. Voilà, exactement. Et du coup, là, on est dans une super cabine Atmos. Ouais. Avec plein de génériques autour, une cabine toute récente. Ouais, qu'on a monté à décembre. Voilà, on l'a ouverte fin décembre. Donc tu fais partie des ingénieurs certifiés Atmos. Et alors, la cabine est certifiée Atmos, et puis bon, l'ingénieur, il n'y a pas de certification pour l'ingénieur, il n'y a pas de formation à titre. Avec l'expérience que j'ai, musique de film et tout, bon voilà, je connais mon sujet à ce niveau-là. Ouais. Mais la cabine, oui, est certifiée Dolby Atmos, par Dolby donc. On reviendra sur ces certifications et ces standards. Ouais. Est-ce que tu peux un peu déjà nous te présenter rapidement un peu ta carrière et où tu en es aujourd'hui? Oui, bien sûr. Bah écoute, voilà, moi je fais du son depuis 2004, voilà, après des études de son à Paris. Je suis arrivé dans le premier stage que j'ai fait, donc je suis passé par 2 gros studios, le Plus 30, et qui a fermé depuis, et la Grande Armée, donc où je suis actuellement ingénieur du son depuis maintenant à peu près 15 ans. Et bah voilà, j'ai fait beaucoup de gros projets dans ces gros studios. Du coup, ça appelle les gros projets, mais pas que, aussi des petits, gros, moyens projets. Mais surtout super variés. Donc ça, c'était chouette. Ça va de la musique de film, projet pop, projet jazz, enregistrement de voix pour des pubs, enregistrement de chœur, de cuivre, voilà. Mixage aussi, donc stéréo, mixage pour la pub, mixage multicanal justement, on en parlait, musique de film, réalisation d'albums, enfin assez large, mais dans la musique. Ok. Voilà, donc ça. Je suis content de mon parcours, voilà, content. Pour l'instant, ça dure, donc c'est bien. Okay. C'est jamais facile, mais du coup, voilà, content. Donc le Dolby Atmos, pour toi, c'est un peu la suite logique de ton mixage multicanal, et voilà. Tu faisais aussi du binaural, hein, c'est ça? Voilà, exactement, ouais. Donc en fait, en musique de film, donc on devait livrer les morceaux en 5.1, voilà. Donc avec le mixage multicanal 5.1, 7.1 aussi si on pouvait, mais surtout la base c'était le 5.1. Donc du coup, j'ai vraiment bien développé et appris aussi à mixer en multicanal, parce que c'est quand même une perception un peu différente du son, quand on est au milieu des enceintes, voilà. Ouais. Donc tous les projets que j'ai fait de musique de film, de DVD aussi. J'ai fait pas mal de DVD aussi du coup en 5.1. Voilà. Et du coup, le Dolby Atmos, ouais, c'est une suite logique. Et quand c'est arrivé, donc c'est assez récent finalement, j'étais bien content de pouvoir du coup redévelopper le multicanal suite à ce que j'avais déjà emmagasiné comme expérience, quoi. Très bien. Tu peux nous parler du studio un peu et cette cabine, comment on en est arrivé là? Ouais, bien sûr. Là, on est donc dans l'unité 58 du studio Grande Armée. Donc c'est une plus petite unité qu'on a créée il y a à peu près 3 ans, suite à un déménagement du gros studio Grande Armée qu'on avait avec les consoles Nive, Oxford, SSL. On va créer un autre gros studio, plus gros, mais bon, avec le Covid, on a pris un petit peu de retard, mais ça va arriver dans les 2-3 ans, je pense, prochains. Un gros studio avec cabine, grosse cabine pour des orchestres, pour du live, console, voilà. Et pendant ce temps, on a cette petite unité. Quand je dis petite, bon, c'est quand même 250 mètres carrés au sol avec 4 cabines, mais des plus petites cabines autour de la MAO, ordinateur, avec des machines périph' qu'on a choisies pour justement se faire plaisir aussi, avec préamp, compresseur, voilà, des reverbs, tout. Parce qu'on a toutes les machines, en fait, on les a en stock, mais du coup, on ne peut pas toutes les mettre ici, donc voilà. Et ça nous permet de faire ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire à peu près 80-85% de musique et le reste 20-25% de post-production, de projets un petit peu variés qu'on faisait aussi avant. Voilà. Donc les cabines sont, on a pensé les cabines de cette façon-là, hyper saines au niveau acoustique. Donc sur le même modèle, et d'ailleurs on a fait une demande à l'acousticien qui bossait avec Tom Idley, qui est l'acousticien qui avait créé les studios Grande Armée.
On a fait le même modèle d'acoustique, une acoustique assez saine, très contrôlée, qui permet vraiment d'avoir le son précis, quoi. Parce que là, je vois beaucoup d'absorption. Hein. Ouais, en fait, voilà, exactement, c'est basé sur l'absorption, c'est ce qu'ils appellent les dead space, donc du coup basé sur l'absorption, avec un taux d'absorption qui est contrôlé, donc qu'on a vraiment dans un petit volume comme ce qu'on a là par rapport, quand je dis petit, par rapport aux autres cabines qu'on avait, hein, parce que là on est quand même sur des volumes assez intéressants, mais voilà, par rapport à ce qu'on avait, on a privilégié ce côté absorption pour assainir le son et qu'on soit vraiment tranquille là-dessus, qu'il n'y ait pas de résonance, voilà. On peut aller directement sur un peu le côté technique de Atmos. On va pas revenir un peu sur la présentation du format, à moins qu'il y ait des choses un peu qui t'intéressent sur le sujet, mais on peut déjà aller dans la certification et la calibration. Comment toi, tu as fait pour avoir une certification, pour avoir ta cabine certifiée Atmos? Alors, nous, on est passé par Dolby France, hein, évidemment, qui nous ont envoyé une sorte de cahier des charges pour valider une cabine. Alors, cahier des charges, donc c'est par rapport au système d'enceinte, à la pression délivrable des enceintes, au volume de la pièce minimum, au système d'enceinte, donc dans le sens nombre d'enceintes, voilà, qu'il faut être en 7-1-4, parce qu'en dessous c'est un petit peu tricky, pas évident, au volume donc de la pièce, avec des mesures, Adrien Franqui de chez Dolby France, correspondu avec lui, il nous a envoyé un tableau pour dire voilà, il faut telle mesure, il est venu mesurer, puis après il nous a envoyé un tableau pour dire il faut telle enceinte à telle mesure, tel angle, tel espace, voilà. Okay. Puis après voilà, on a choisi les enceintes avec eux aussi, donc nous, à ce niveau-là, on savait qu'on voulait avoir un système d'enceinte cohérent, le même partout évidemment, c'est une base. Genelec, pourquoi? Parce que Genelec, ils sont très forts en multicanal depuis un moment. Alors, bizarrement, moi en stéréo, j'utilise jamais Genelec, je suis pas du tout pro Genelec, j'aime beaucoup des NS10, les ATC, des choses comme ça. Mais en multicanal, il y a une vraie connaissance du multicanal. C'est très très agréable à travailler en multicanal. En quoi ces enceintes sont plus adaptées au multicanal? Alors pourquoi? Dans leur réponse en fréquence, dans le traitement de la phase. En plus, là on a les Genelec avec le système SAM, donc qui permet de les interfacer ensemble avec un logiciel qui permet de les calibrer. Donc au niveau corrélation de phase, on est vraiment parfait. Et puis après, dans le rendu, le côté un peu, dans l'équalisation, on va dire, de l'enceinte en elle-même, s'y prête bien pour le multicanal. Ce côté un peu ample, qui est intéressant. Alors que dans un stéréo, je cherche beaucoup plus une enceinte qui répond bien dans le médium, qui a une présence dans le médium, type NS10 ou ATC, pour vraiment contrôler tous ces fréquences-là. En multicanal, avec l'écartement des enceintes et le volume que ça crée, le médium réagit différemment. Du coup, je me sens plus à l'aise avec Genelec. Intéressant. Ouais, c'est l'expérience pour le coup, parce que j'aurais jamais dit ça avant, mais voilà, depuis que je fais du multicanal, j'ai compris ça, et c'est vrai que Genelec, j'aime bien. Donc là, on a vraiment pris ce parti-là, équipé en Genelec, avec les tailles d'enceinte qu'il faut pour répondre aux spécifications souhaitées pour Dolby. Et derrière, après on a eu l'agrément, donc Dolby, ils sont venus, Adrien et son technicien pour calibration de salle est venu, poser tous ces petits micros partout, voilà, tu connais. On a fait la calibration de la salle avec lui, donc avec la courbe aussi qui correspond aux calibrations Dolby Atmos. Et on était en train de calibrer, et il me dit attends, on va écouter. Alors la première partie de la calibration, c'est de voir que chaque enceinte répond bien, donne suffisamment de headroom, de puissance, voilà. Donc ça, c'était fait. Et après, il part il adapte un peu l'EQ pour répondre à la courbe Dolby. Donc voilà. Et après, il voulait voir un peu à améliorer peut-être tel ou tel type de fréquence, par rapport à ce qu'il décelait dans la pièce. Mais avant ça, il me dit au Go aussi. Par rapport au Go aussi. Non, d'abord c'était juste par rapport à la courbe, pour répondre bien à la courbe. Donc il y a une sorte de courbe un peu, alors c'est pas une courbe ISO-X au cinéma, mais c'est une courbe qui atténue un peu l'aigu. Ouais, ok. Voilà, un petit peu moins abruptement que la courbe ISO. Mais... Ça c'est pourquoi? C'est pour compenser le fait que les gens écoutent dans des pièces peut-être plus bright. Voilà, c'est pour compenser les systèmes de diffusion des gens. Donc les barres de son, les télés, les casques et tout. Donc on coupe un petit peu l'aigu. Voilà, à partir de 6-8 kg, ça descend. Pour que, du coup, quand on mixe, forcément, on va en mettre un peu plus pour entendre comme on le souhaite. Et derrière, ça va permettre
du coup de... Ah, justement, c'est l'inverse de ce que je pensais. En fait, c'est pour compenser le fait qu'ils ne montent pas très haut, peut-être les systèmes, ils sont C'est pour compenser sourds. qu'il y a une perte souvent dans ces systèmes-là, que ce soit des headphones et tout, dans l'aigu, dans la présence de l'aigu, il y a souvent une perte. En fait. Donc, du coup, ça compense ce truc-là. Okay. C'est Dolby qui a mis en place cette courbe-là, avec des tests et tout, des essais. Ça reprend la courbe ISO-X de cinéma, mais moins prononcée. Ah ouais, parce que la courbe ISO-X, c'est dur. En effet, ouais, elle est radicale. Voilà, donc du coup, là... Mais c'est le même esprit. D'accord. Donc on a fait ça, et avant donc d'aller un peu plus loin dans les cues des enceintes par rapport à la salle, on dit on va écouter des morceaux, donc les morceaux qu'ils ont Dolby, donc de Elton John, Imagine Dragons, des choses comme ça. Ouais. Et voilà, on s'est arrêté là, parce qu'il a dit, ça sonne super, je retrouve bien... On discutait ensemble, voilà, toi, Ludo, t'es d'accord, toi qui vas bosser dedans, je dis, écoute, oui, moi, j'entends bien tout ce que je veux, ça me semble bien, donc je vais bosser avec, et je verrai. Et depuis, on n'est pas revenu dessus, parce que je me sens bien, et voilà. D'accord. Ça répond bien, quoi. Ok. Donc on est content. Donc du coup, pour du Atmos, il te faut des enceintes qui répondent à certaines références techniques, et il te faut aussi une interface capable de répondre à ça. Voilà. Et encore une fois, je vois une avis de Matrix. Matrix Studio, je reprends ce que disait Tristan, parce que c'est vrai. Ça marche très bien. C'est très bien implémenté pour cette configuration Atmos. Ouais. Très simple à mettre en place, très simple à prendre en main, avec le logiciel Dalman qui permet d'interfacer tout, enfin de contrôler tout. Voilà. Donc ça nous a paru le plus limpide. Voilà. Avant, on fonctionnait sur une UAD. Ouais. L'UAD 16X, donc on aurait pu tout à fait partir de l'UAD 16X, on avait 12 sorties, donc on peut attaquer, voilà. Mais ça voulait dire du coup avoir un système de monitoring un peu dans Pro Tools, bidouillé quoi. Donc bon, voilà, nous on aime bien quand même que évidemment les choses soient bien faites, proprement. Plus de choses se passent dans l'interface là ici, que si tu avais à regarder. Ouais, bien sûr, parce que voilà, du coup on a ramené toutes nos machines dans l'interface, dans un patch, mais du coup après on insère. Donc dans une config stéréo, parce que le studio il peut avoir une config stéréo, une config Atmos, on peut justement utiliser toutes les machines en insert et tout. Et quand on passe en config Atmos, on utilise donc là le pont virtuel, donc Dolby Audio Bridge, pour interfacer le Pro Tools avec le renderer, qui lui derrière sort dans la Matrix Studio en analogique pour attaquer les enceintes, quoi. Ça marche. Donc on a un système de monitoring via le Dalman qui est assez simple. Ouais. Voilà, c'est ce qu'on souhaitait en fait. Très bien. Très bien, très bon produit d'ailleurs pour le coup. Ok. On continue un peu sur la technique avant de passer un peu sur le côté plus mixage artistique, etc. Qu'est-ce que tu voudrais nous dire un peu sur les normes Dolby Atmos à respecter? Alors oui, voilà, c'est vrai que c'est un point important que tu soulèves parce que Dolby ont décidé, très bonne décision d'ailleurs, vous allez voir pourquoi, de normer les mix Atmos. Alors normer, c'est un peu, c'est exactement comme la télé. On a des normes de diffusion, où quand on mixe un programme pour la télé, on doit respecter ces normes-là. Tu parles de loudness, n'est-ce pas? Oui, exactement, de loudness, les normes IBU, les normes ITU, pardon. Voilà. C'est exactement ça, et ils ont pris ce procédé-là pour normer les mix Dolby, pour éviter qu'il y ait une course au niveau qu'on voit dans tous les domaines du stéréo, où c'est chacun veut aller le plus fort que l'autre, et donc au bout d'un moment ça détruit en fait la dynamique du morceau, du signal, du mix et tout. C'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Là non, voilà, il y a une norme. Alors c'est bien, parce que du coup ça permet d'homogénéiser les niveaux de tous les morceaux, et du coup ça permet d'avoir une meilleure dynamique. Parce que forcément, quand on respecte cette norme-là, parce qu'on est obligé, forcément, quand on livre le mix, il doit être aux normes, on a du coup une plage de dynamique qui est plus importante. Donc on a une moyenne à respecter, mais on peut évidemment jouer avec cette dynamique et donc avoir, surtout sur une musique un peu en 3D où on a une sensation dynamique qui peut être vraiment importante, c'est génial, quoi, parce qu'on peut vraiment envoyer le pâté sur un refrain, que ça ouvre d'un coup, et on peut y aller. Alors que si on a en format stéréo cette course à niveau, plus on écrase, plus on réduit cette dynamique, et du coup, au bout d'un moment, le drop un peu qu'on avait mis sur le refrain, il se réduit, et du coup, c'est moins intéressant. Donc ça, c'est très bien. Ce qui veut dire, par contre, que quand tu vas écouter sur ton téléphone un mix stéréo et un mix Dolby, un mix Dolby va être moins fort. Donc toi, en binaural, tu vas l'entendre moins fort. Et bon, faut pas se... Mais comme on va comparer à des services de streaming qui de toute manière sont normés, alors peut-être un peu moins... La cible est peut-être un peu plus haute.
Là, on est à combien de... Moins 18 LKFS. Alors du coup, ça veut dire que... Ouais, integrated, ouais. Ça veut dire que on tape à moins 1 dBFS maximum, en pic, true peak. Mais effectivement, la moyenne est quand même moins forte. Alors qu'un morceau, un morceau stéréo masterisé, il va être, je sais pas, à moins 4 integrated, quoi. Donc c'est haut. Donc oui, ça c'est le seul truc que je trouve bien pour le son, les normes, mais ce que je trouve moins évident, c'est pour le consommateur qui, lui, va pas comprendre, parce qu'il va écouter son morceau qu'il aime bien en stéréo, pleine balle, et puis il va écouter le morceau Atmos, il va dire, tiens, c'est quoi, c'est nouveau, c'est chouette, on va écouter, boum, ah, c'est moins fort. Et dans sa tête, souvent, moins fort égale moins bien, plus fort égale mieux. Après, peut-être qu'à terme, les services de streaming baisseront encore. En plus, l'AES a demandé ça. Peut-être. Alors, j'ai remarqué, bizarrement, que moi, j'écoute via Tidal, donc l'abonnement Tidal qui permet d'avoir l'Atmos et tout. Il y a un égaliseur de niveau. Parce que quand je passe de l'un à l'autre, je n'ai aucune différence de niveau. Donc, forcément, il y a un égaliseur de leur côté parce qu'il y a les normes respectées. Alors que je sais que... Alors, je n'écoute pas sur Apple, mais je sais que j'ai entendu beaucoup de gens qui disent sur Apple que quand ils passent sur l'Atmos, c'est moins fort. Donc il y a peut-être un truc à faire pour que le consommateur il se trompe pas. C'est intéressant de le noter, donc, du coup, je précise. Ok, écoute, on a assez parlé technique, c'est pas le plus important au final. Il faut parler du mixage parce que moi c'est vraiment en fait la raison première pourquoi je fais ces interviews Atmos, c'est que en fait on sait pas trop comment on travaille les gens encore. Enfin moi en tout cas, je sais pas. Avant que je m'intéresse que j'interviewe des mixeurs Atmos, je ne savais pas, est-ce que les gens utilisent tous les objets? Enfin, est-ce qu'ils utilisent que des objets? Est-ce qu'ils utilisent aussi les bed channels? Ça, c'est vraiment la question qui m'a intrigué au début. Est-ce que tu peux y répondre? Est-ce que toi, personnellement, tu utilises les beds, par exemple? Et est-ce que tu vois autour de toi des gens utiliser les beds systématiquement? Oui. Alors, moi, personnellement, j'utilise les beds. Oui, pourquoi? Parce qu'en fait, ça permet d'attaquer donc les enceintes en direct. Voilà. Et la notion d'objet, elle est intéressante, mais elle peut être aussi... faire attention parce que ça joue aussi sur les phases des sons et des choses comme ça. Donc du coup, faire attention à ce qu'on met en objet par rapport à ce qu'on met en bed. Ouais. Mais il y a en fait une sorte de... Comment dire? Il n'y a pas de règle, mais tu peux établir une sorte de pseudo-règle, on va dire, qui veut dire qu'effectivement, les choses qui ne bougent moins dans la musique, peut-être les drums, peut-être la basse, comme ça, tu peux les passer dans un bed, parce que justement, c'est plus voué à être stable et fixé dans l'espace. Voilà. Alors que des choses qui vont bouger, tu peux évidemment les mettre en objet, ça te permettra d'avoir plus de possibilités de localisation, et ça répondra mieux en binaural aussi, quand tu les passes en objet. Donc du coup, c'est important. Du coup, voilà. Après, encore une fois, il n'y a pas de règle, donc du coup, il y a des choses que, par moment, un petit passage de guest clear intéressant, je vais la mettre en objet parce que je veux la faire bouger d'une façon, voilà. Il n'y a pas de règle, mais après, c'est vrai qu'il faut quand même alimenter le bed pour que... Alors, je pourrais pas dire qu'il faut que sans les objets, le morceau vive. C'est pas vrai, parce qu'il y a des choses que tu vas mettre en objet et donc qui ne seront pas dans le bed. Mais il faut quand même que ce soit cohérent. C'est-à-dire que moi, ça m'arrive des fois d'écouter avec le renderer, on peut le faire. On peut juste muter, donc ne pas écouter les objets ou le bed, donc de faire cet petit essai, et que on soit quand même cohérent. Donc on va perdre des éléments, mais qu'on ne perde pas tout. Que ce soit pas, voilà. Donc, une manière de bosser qui est un petit peu différente par morceau aussi, ça dépend. Mais voilà, il faut alimenter les deux. Et puis après, il faut faire attention aussi que si tu fais trop bouger de choses, au bout d'un moment, c'est un peu... c'est de la bouillie, quoi. Donc le bed permet aussi de te fixer un peu les choses et d'éviter d'avoir la tentation de jouer avec ton joystick. Alors, est-ce que tu as la tentation de tout faire bouger et de donner la nausée au... ça, tu vois, ça c'est l'expérience 5.1 multicanal. Que j'ai déjà eu cette sensation-là, mais en 5.1. J'ai déjà pris des murs pour faire bouger trop le truc et après tu comprends plus et puis les clients te disent non, je comprends pas. Voilà. Donc non, on fait bouger que ce qu'il faut. Parce que c'est intéressant de faire bouger, évidemment. Tu as la possibilité, tu as le 3D. Sauf que après, faut pas que ça te sorte de la musique. Donc il y a des choses que tu peux faire bouger facilement, peut-être plutôt des FX, des choses un peu qui sont ponctuelles que tu peux faire bouger. Il y a des choses, si tu les fais bouger, ça te fait
vraiment bizarre et ça te sort du morceau musical et là tu as perdu du coup. Tu sors l'auditeur du contexte musique et qui... En fait si l'auditeur il commence à penser à la technique et dire ah ça a bougé, mais comment ça passe d'une enceinte à l'autre, c'est mort, t'as perdu. Faut qu'il reste dans sa bulle de musique, dans sa bulle 3D et qu'il écoute le morceau et qu'il découvre le morceau et ça l'emmène quoi. Ok, mais t'as pas de demande quand même d'effets un peu waouh comme ça enfin de... Ah si, tout le temps. si, tout le temps, parce que forcément, quand tu fais la première écoute Atmos, tu prends une baffe, t'hallucines, tu fais oh mon Dieu, machin, c'est génial, on peut faire ci, on peut faire ça. Oui, bien sûr. Mais je réfrène un petit peu les ardeurs parce que effectivement, tout est possible, tu peux faire tout, mais après, il faut que ce soit digeste. Bien sûr. Donc ça, c'est un peu... Mais ça, je te dis, voilà, c'est l'expérience en 5.1 parce qu'en multicanal, j'avais déjà eu ces questionnements-là, en fait, et pour dire, faire attention, faire trop bouger. Ou aussi, pareil, comment bosser ton LCR. C'est complètement différent d'avoir un centre fantôme que d'avoir une enceinte centrale, physique. Donc ta perception, elle est différente. Donc est-ce que là, en Atmos, tu fais la même chose, tu bosses en LR avec un centre, ou est-ce que tu vas mettre la voix au centre physique ou en centre fantôme? Enfin, ça, c'est des choses qu'il faut découvrir, il faut essayer. Il n'y a pas de règle non plus, mais il y a des choses qui vont mieux marcher que d'autres en fonction des morceaux. C'est à découvrir. Okay. Voilà, je ne peux pas te dire je fais ci, je fais ça, parce que ça dépend des morceaux aussi. Tu vois. Il y a des fois, j'ai mis la voix en centre physique, des fois non, parce que ça marche moins. Enfin, ça dépend de ce qu'il y a autour du morceau, autour des pistes. Quoi. Très bien. Du coup, on revient un petit peu sur la technique. Il y a des recommandations donc Dolby Atmos, même des demandes, des standards à respecter. Et il y a aussi un peu, côté label, des demandes techniques aussi. Oui, on a un cahier des charges qu'on a reçu par exemple d'Universal ou de Sony, qui nous explique quoi livrer, comment, dans quel format, et quelques recommandations, ou en tout cas conseils fortement recommandés, donc, notamment sur de ne pas isoler tel ou tel élément sur un seul canal, parce que derrière ça peut être piraté, repris, donc bon, après voilà, il faut respecter ça aussi dans la mesure du possible, c'est pas pour ça qu'ils vont forcément gendarmer tout ça, mais en tout cas ils demandent de respecter ça par rapport aux conséquences que ça peut avoir. Okay. Bon, après c'est pas très compliqué dans tout ce qu'ils demandent dans les formats à livrer, les choses à faire, c'est juste que faut bien comprendre le truc au début, puis après une fois que tu as mis le process en place, ça va quoi. Mais ils sont intéressés, en tout cas ils sont intéressés, surtout ils ont prévu ces petits fascicules un peu qu'on a reçus pour justement que tout le monde bosse à peu près dans le même sens pour eux, pour que eux, quand ils reçoivent les fichiers, que ce ne soit pas des trucs complètement différents. Voilà. Je sais qu'Universal, on a passé un QC, donc un contrôle quality, un peu un test par rapport au premier mix que tu fais pour Universal. Ils te les demandent et ils les contrôlent eux dans une cabine Universal Monde. Je ne sais plus exactement où, mais une cabine évidemment agréée Dolby, tout ça. Ils contrôlent ce que tu fais pour voir si c'est bien fait. Ils ne contrôlent pas l'artistique, ils contrôlent techniquement si c'est bien fait, dans les règles de l'art, entre guillemets, si justement il n'y a pas un kick tout seul, enfin des choses aberrantes, quoi, techniquement. Alors ça, moi je trouve ça super, parce que ça permet en fait de garder la qualité du mixage Atmos, et ça permet de contrer un petit peu tous ceux qui mixent au casque chez eux, en binaural seulement, et qui vendent ça à des labels et des majors. Il y en a, j'en connais, donc du coup ça permet de réduire un petit peu la chose par rapport au fait que il y a plein de studios qui se montent en Atmos, agréés Dolby, qui font la démarche d'investissement, tout ça, donc c'est quand même plus normal que ce soit ces studios qui puissent bosser avec des majors comme Universal et tout, par rapport à la qualité de ce qu'ils produisent. Quoi. Ouais. Tu checkes au casque et aux écouteurs ? Ah bien sûr, ouais, au casque. Pas aux écouteurs, mais au casque, oui, bien sûr. Oui, parce que le binaural, c'est finalement dans ce format qui est très, très bien pensé par rapport à la transportabilité du format. Le binaural, c'est peut-être 90% de l'écoute Atmos, ça sera en binaural, via ton téléphone, avec les écouteurs, voilà. Donc du coup, oui, je check au casque le mix binaural, donc du coup, et j'adapte même fortement le mix pour le binaural. Alors, qu'est-ce que tu vas changer typiquement ? Typiquement, ça va. Je fais mon mix et puis je me fais plaisir, hop. Et puis après, j'écoute en binaural. Et comme disait très justement Tristan, il y a un moment donné, effectivement, quand tu construis ton mix, les deux sont en phase, binaural et mix, et tu te dis, tiens, c'est bien.
À ce moment-là, il faut faire attention à ce que tu vas faire pour pas trop déconstruire. Hein. Mais effectivement, il y a des choses que, justement sur des mouvements d'objets et tout, il y a des choses que je vais faire, où je vais bien faire attention en binaural, comment ça répond, comment ça s'entend, on va dire, en binaural, parce que c'est important. Parce que les gens vont valider, d'ailleurs, les ayants droit, les gens qui te commandent le mix, ils vont valider en binaural. Ils vont venir ici, ils vont écouter, ça c'est chouette, mais ils vont après écouter chez eux, et ils vont valider en binaural. Et ils vont valider en binaural face aux morceaux stéréo qu'ils ont déjà. Bien sûr. Et donc il faut faire aussi attention à cette corrélation-là, pour pas s'écarter trop, parce que sinon, voilà. On est sur comment dire, un travail beaucoup de mise aux normes Atmos. Quand on fait du back catalogue, quand on fait des choses comme ça, les morceaux sont déjà sortis, sont déjà validés, ils sont déjà dans le commerce. On les met aux normes Atmos. Donc là, il faut répondre à cette corrélation entre le mix qui est déjà sorti, validé, et le mix que tu vas faire en Atmos. Il ne faut pas que ce soit... voilà. Donc, eux, ils valident le binaural que tu leur envoies. Donc du coup, il faut être malin et écouter beaucoup pour faire attention à ça. Ouais. Et donc tu vas comparer ton mix à une version masterisée stéréo. Oui. Comment tu gères ça, le fait que une version stéréo, c'est pas seulement un mixage stéréo, c'est aussi un mastering, et que toi, du coup, tu peux pas avoir cette couleur-là. Comment tu vas gérer ça pour les back catalogues? Ouais, bah justement, déjà, il y a une mise à niveau. Tu es obligé de baisser vraiment fortement pour répondre, pour mettre au même niveau que ton mix Dolby qui est normé, du coup, comme je disais tout à l'heure. Après, justement, tu gagnes même sur le mix binaural, évidemment, avec cette histoire de normes, tu gagnes en dynamique. Donc ton mix, il va être plus aéré, plus dynamique que le morceau stéréo masterisé, qui est souvent, du coup, écrasé. C'est après la perception justement de l'ingénieur du son d'arriver à comprendre que ça c'est du mastering limiting, donc du coup c'est pas intéressant, voilà, donc mettre déjà un niveau cohérent basé sur la voix par exemple, pour avoir le même niveau de voix, et puis autour voir comment ça se passe quoi. Mais effectivement c'est pas évident. Le côté mastering en Atmos, il y en a pas. Parce qu'il n'y a pas de besoin de mastering, à ce jour en tout cas, c'est Dixit Dolby France, il n'y a pas besoin de mastering. Alors, ceux qui font du mastering, qui proclament mastering à Dolby Atmos, c'est en fait des gens qui récupèrent des mix qui ont été faits à la maison au binaural, et qui vérifient les normes, le placement, qui étalonnent ça un petit peu, c'est comme moi je pourrais faire, je prends quelqu'un, et puis ici, du coup, je peux dire, bon, bah là, ça marche bien, on fait ça, et puis voilà, qui font en fait la sortie finale du mix aux normes et tout et tout. Okay. Voilà, c'est pas un mastering au sens stéréo du terme. D'accord, super intéressant. En effet, moi j'ai vu plein d'ingé mastering passer en Atmos, et je me disais, est-ce que ils ont une expérience de mixeur, ils font vraiment du mixage Atmos. Mais en fait, souvent, tu m'as dit que souvent, ces ingés, en fait, ils vont récupérer des mix Atmos un peu amateurs. En tout cas, qui n'ont pas pu passer par une salle. Voilà, c'est ça. Super intéressant. C'est pas forcément amateur, mais imagine, moi, je dois le faire, je suis pas là, machin, je peux peut-être commencer un truc, et puis derrière, je sais qu'il y a quelqu'un qui peut, par exemple. C'est plus ça. En tout cas, même par rapport aux normes, tu peux difficilement concevoir qu'ils vont compresser, limiter. Alors ils peuvent équaliser parce que sur la version renderer mastering, tu as la possibilité d'équaliser justement pour peut-être homogénéiser un petit peu les morceaux entre eux. Et puis, Qu'est-ce que tu peux... un EQ vraiment global. Ouais, un EQ global, ou je crois même que tu peux aller sur un EQ par canal. Enfin, j'ai pas regardé, mais je pense que tu dois pouvoir le faire, ça me paraît logique. Voilà, pour homogénéiser, pour améliorer. Mais bon, de compresser, limiter, ça n'a pas de sens, parce que du coup, après les normes, en fait, tu perds tout l'intérêt des normes, du coup. Parce que tu es obligé de limiter, donc tu descends ta dynamique, et comme tu es limité à moins 18 en intégratique, tu descends ton niveau général. Donc au final, ça n'a pas d'intérêt. Ok. On peut revenir un peu sur ton mixage. Toi, tu vas utiliser des machines pendant Atmos, ou ça va être vraiment pendant ton mixage stéréo uniquement? C'est plus pour le mixage stéréo. Alors, techniquement, parce que le workflow, pour l'instant, le workflow qu'on a choisi ne nous le permet pas. Quand tu es en Dolby Audio Bridge, donc le pont virtuel entre le Pro Tools et le renderer, tu n'as pas accès aux sorties physiques via le Pro Tools. Tout passe par le côté virtuel. Bon, et parce que pour moi, dans ma tête, je suis encore en deux phases. Je mixe en stéréo.
avec les machines, voilà, je tourne les mixeurs band aussi, demi-pouce, voilà, donc je me fais plaisir comme je sais faire et j'aime bien le faire. Et après, on met aux normes Atmos. Mais quand c'est des mix que je fais en stéréo, je récupère comme là, la session complète, multipiste, et donc j'adapte cette session-là en Atmos. D'accord. Donc en fait, c'est une vraie suite du mix, quoi. D'accord. Voilà. Après, ça me permet pas, ça me permet pas d'utiliser les machines hardware comme je disais, mais finalement, tu es dans une autre ambiance. Bien sûr. Donc j'ai pas un besoin, pour l'instant, je ressens pas le besoin d'avoir la reverb 480 pour mettre. Ce que je faisais en 5.1, hein. En 5.1, j'avais une 480 quadri, donc LR et LSRS, et voilà. Mais là, j'en ressens pas le besoin parce qu'il y a aussi des plugins qui sont très très bien. Moi, j'utilise beaucoup la Stratus 3D de Experiential Audio, qui est une reverb Atmos, enfin multicanal, mais du coup Atmos aussi, qui est très jolie, très chouette. Enfin, il y en a plein, hein. Et ça permet rapidement quand même d'avoir une bonne ambiance, une belle salle et tout. Ouais. Et t'as pas la même recherche en fait à ce niveau-là, quoi. Tu vois, tu l'as déjà eu en stéréo. Enfin, moi je l'ai déjà eu en stéréo. J'ai fait ce que je veux. J'ai couché. Quand tu sais que tu vas faire l'Atmos derrière, tu peux réfléchir en fonction de ça. Donc du coup, me dire cette reverb j'aime bien, je vais la coucher séparée. Ouais. Comme ça, j'aurai un Atmos pour la mettre où je veux. Voilà, je réfléchis comme ça. Et après derrière, quand je suis en Atmos, je suis dans un autre config, un autre workflow, quoi. D'accord. C'est quoi les moves un peu les plus créatifs que tu fais en Atmos? Tu peux intégrer comme ça une reverb Atmos? Ouais, bah alors, voilà, cette reverb, je l'aime bien parce que rapidement, tu peux avoir recréé une pièce, voilà, puis après, t'as pas que... Alors, tu la mets sur quoi, cette reverb, typiquement? Alors, je l'ai à l'ISPO, puis je peux mettre un peu de voix dedans, une caisse claire, des choses comme ça, des guitares, mais en fait, dès que je veux recréer, dès que j'ai un élément qui est tout seul et que j'aimerais bien quand même bien qu'il prenne un peu plus de rondeur dans la 3D et tout, bah voilà, j'utilise. Ça peut être un effet, j'en ai plusieurs itérations en fait de cette reverb, un effet très très long, très haut, pour justement faire vraiment l'effet avant-arrière par exemple, enfin des choses comme ça, quoi. Ah, selon les morceaux, je la modifie évidemment pour les morceaux en fonction de temps. Mais j'ai pas que celle-là, c'est toutes mes reverbs un peu que j'utilise, mes FX que j'utilise en stéréo, que je transplante en Atmos, quoi. Donc j'ai des pistes de retour d'effets dans le Pro Tools qui sont stéréo, que du coup je balance où je veux en fonction de mon souhait, quoi. Donc tout l'intérêt de mettre ces effets sur une piste à part et pas les intégrer. Ouais. Ah bah oui, de toute façon moi je bosse de la façon, on va dire façon console, parce que j'ai été éduqué là-dessus, j'ai appris, donc avec des épars aux et puis des retours d'effets sur des tranches séparées. Dans mon Pro Tools c'est pareil, qui permet de les rediriger après où je veux dans la 3D. Très bien. Est-ce que tu veux mentionner quelque chose d'autre sur le mixage? Ah écoute, sur le mixage, je pense qu'on a fait un bon tour, c'est bien, c'est chouette. Non, après chacun doit faire aussi ses expériences, il n'y a pas de règles, c'est ça qui est bien. Mais c'est vrai qu'il faut quand même, faut prendre le temps, il faut passer du temps quand même pour découvrir le multicanal et tout. Tu peux pas comme ça mixer en Atmos, c'est pas possible. Quand je dis c'est pas possible, dans le sens où forcément tu vas découvrir des choses, tu vas te prendre des murs en fait. Parce que, Et il faut quoi? Il faut une culture d'écoute ou alors une expérience en multicanal Une culture d'écoute en multicanal. Donc ça se rejoint un peu en fait. Tu vois, mais donc en fait c'est pas gagné parce que en 5.1, pour écouter du 5.1, il fallait avoir le système 5.1. Alors la différence avec l'Atmos, c'est que tu peux écouter de l'Atmos en binaural, tu as quand même un ressenti. Alors évidemment, moi comme je dis toujours à ceux qui viennent écouter ici, ils se prennent une baffe parce que tu es dans un studio certifié, acoustiqué, tout ça. Bon, donc quand tu mets play à 85 dB, ça envoie, donc ça marche, tu vois, c'est bien. Après, la question qui suit derrière, c'est « Ah oui, mais comment on fait chez nous? On n'a pas ça ?» Tout à fait. Je te le souhaite, mais non. Mais tu écoutes en binaural, au casque. Et donc, tu as une sensation d'immersion. Tu n'as pas, évidemment, autant que dans un studio, la sensation de placement des sons que tu as avec les enceintes, mais tu as une sensation d'immersion. Et c'est là où, justement, c'est important, si le mix binaural est bien fait, tu as une vraie sensation d'immersion. Tu peux aussi avoir des objets qui bougent, que tu entends au casque bouger. Mais ça, il faut que ce soit bien fait. Dès que c'est mal fait, parce que ça ne correspond pas c'est juste mis gauche-droite, centre-droite derrière, et puis voilà, tu n'entends rien au casque. Et là, du coup, c'est vrai que le mix binaural, il n'a pas vraiment d'intérêt par rapport à un mix stéréo. Le mix stéréo va peut-être avoir un peu plus de patates punchy par moment, parce qu'il est un peu plus compact vu qu'il est en stéréo. Alors que le mix binaural va être plus ouvert, plus voilà. Donc du coup, si c'est pas bien fait, tu n'as pas de valeur ajoutée. Tu vois, les gens vont pas comprendre. Et il y a moi j'entends sur ce que j'écoute là en Atmos, il y a des choses qui sont vraiment bien faites, et puis il y a des choses
pas trop. Et donc du coup, ces choses-là desservent en fait la qualité de Dolby Atmos et la suite le futur, quoi, en fait. Parce que si les gens comprennent pas l'intérêt, ils vont pas forcément y aller à fond. Ouais. Donc, qu'est-ce qui t'a plu récemment, un album ou alors en album, j'ai écouté le morceau que tu as peut-être dû écouter, mais d'Imagine Dragon qu'on écoute, et puis l'album en entier, il est bien fait, il est vraiment bien fait. Alors j'étais pas dans la production, mais j'ai envie de dire que peut-être c'est un album qui était un peu conçu en fonction, enfin pas en fonction d'eux, mais qui a été pensé pour ça aussi. Il y a vraiment des morceaux ou des éléments que tu dis, ah oui, c'est vraiment fait pour l'Atmos. Donc voilà. J'ai écouté là récemment, pas plus tard qu'il y a 2 jours, j'ai écouté, il y a un Bryan Adams qui est sorti, alors je suis pas du tout Bryan Adams, mais j'ai écouté du coup en Atmos et tout, qui est bien fait aussi. Il y a un Tears for Fears aussi qui est sorti en Atmos, qui est vraiment sympa, qui est chouette comme tout. Ou voilà, il y a The Weeknd qui est sympa. Alors sur les morceaux, bizarrement, il y a des morceaux où ça marche moins, et des morceaux où ça marche super. Donc je sais pas qui marche pas. Oh bah c'est comme je te disais, c'est simple, c'est stable, c'est comment dire, oui c'est plat, on va dire. Ouais. Puis il y a des morceaux où il y a des choses qui se passent et tout. Alors je sais pas trop pourquoi, je sais pas si c'est différents mixeurs ou pas, je sais pas, mais en tout cas voilà. Voilà, il y a des choses qui tournent. Après. Pour l'instant, en France, il y a aussi des bonnes choses. Hein. J'ai entendu Nakamura qui était sympa aussi, ce qui n'est pas évident à faire aussi, parce qu'il y a moins d'éléments, donc du coup, voilà. Donc non, c'est chouette. Enfin, en tout cas, il faut le faire de la meilleure façon possible pour avoir l'attrait de Dolby Atmos, quoi. Ouais. Je sais que tu bosses sur quelques gros artistes en ce moment, mais dont on ne peut pas dévoiler le nom, mais ça sortira. Oui, dans l'année, ouais. Ce serait quoi? Qu'est-ce que toi, tu aimerais voir un peu prochainement en Atmos, des styles qui ne sont pas encore assez représentés en Atmos? Est-ce que tous les styles s'y prêtent, etc.? Alors, tous les styles s'y prêtent, oui, ça c'est sûr. Il y a des styles qui sont forcément un peu plus, qui s'y prêtent plus, parce qu'il y a plus de choses à faire bouger dans le son. Alors, tout ce qui est un peu justement pop électro, des choses comme ça, même urbaine, parce qu'il y a des synthés, des choses un peu des FX où tu peux t'amuser, quoi. Moi j'ai mixé un projet rock, alors c'est bien aussi, mais il y a un peu moins d'FX, donc du coup c'est un petit peu plus stable dans le mix, mais par contre tu peux mettre la wash sur les guitares, des choses comme ça, pour bien. Donc ça marche aussi très bien, mais dans un autre type, ouais. Alors oui, donc j'ai fait un morceau un peu classique avec orchestre et cuivre et tout. Effectivement là, une fois que tu as créé la salle, donc c'est plus le mix est plus stable. Une fois que tu as créé la salle et tout, bon voilà, il se passe moins de choses. Enfin, tu peux moins, va pas faire bouger une trompette ou des choses comme ça. Mais donc après voilà, c'est chaque style. Donc ça se prête un peu à tous les styles, mais il y a des styles qui vont être plus propices à faire des effets de spatialisation, c'est sûr. D'accord. La prise de son Atmos, est-ce qu'en classique là, c'était une prise de son Atmos? C'est une prise de son 5.1. D'accord. Donc on avait quoi? On avait un arbre 5.1 en fait? Voilà, j'avais un arbre DPA 5.1, LCR et puis les arrières. Alors prise de son. Tu mets ça en Atmos quoi? Alors ouais, la prise de son Atmos c'est un peu empirique parce qu'en fait tu fais une prise de son multicanal, c'est un peu comme le 5.1. Tu es dans un volume défini par la pièce où tu enregistres et tout. Ouais. Mais derrière, après, tu vas écouter ça dans un volume qui est complètement abstrait. Donc, des fois, c'est pas évident. Alors, en 5.1, ça marchait à peu près. C'est-à-dire que... Parce que les volumes étaient cohérents. Alors, qu'est-ce que tu as fait, là, exactement, sur cette prise 5.1 Ah, bah là, en fait, j'ai 5 micros, un arbre 5.1 avec des micros Omni DPA, que du coup, je rebalançais dans LCR, LSRS, voilà. Je faisais play, déjà, j'avais une vision de l'orchestre, enfin, une audition de l'orchestre... qui était cohérente à celle du chef, parce que le DPA était à peu près sur la tête du chef, l'arbre DPA. Donc tout de suite, ça t'englobe, ça te spatialise l'orchestre. Voilà. En Atmos, je l'ai fait aussi, mais ça marche moins bien. Parce que du coup, déjà, bon, c'est pas grave, on va finir ça. Ouais, bon. Petit changement setup lumière, mais on est des ingé son, donc on s'en fiche. Ça marche aussi, ça marche aussi. Voilà. Alors du coup... Désolé, j'ai pas de réponse à ma question encore. Oui. Comment tu as un 5.1 et que tu passes à un Atmos? Alors ouais, du coup, l'arbre DPA, je l'avais mis donc sur chaque enceinte. Ouais. Mais en Atmos, c'est un peu différent. Tu as le LCR. Ouais. L'arrière, bon, tu mets side. L'arrière, qu'est-ce que tu fais? Tu mets en haut, tu mets pas en haut. Bon. Ouais. Donc j'ai essayé quelque chose, ça marche, mais c'est vrai que je me suis dit,
en prenant les micros pour les spot mic, les micros de précision des. Ah, t'as des micros en plus. Ah ouais, bien sûr, bien sûr. D'accord. Quand tu fais une prise de son, là, en tout cas la prise de son, tu as l'arbre DPA, et puis après tu as tous les micros par pupitre, par. Ouais, parce que je suis très peu familier en fait de ce type de prise de son. Donc, on a quand même des Alors c'est en backup plutôt ou non, c'est non, préciser un peu. Ça s'appelle les spot mic. Ouais. Et en fait, ça permet de préciser, ça permet d'avoir aussi une meilleure précision du son, parce que tu vas pointer sur le pupitre des V1, le pupitre des V2, des alti, cello, voilà. Mais surtout aussi les flûtes, les hautbois, les cuivres, voilà, parce que du coup, souvent, ce qui se passe, en fait, ça te permet aussi de faire des suivis, toi, derrière, parce que la pauvre petite flûte qui joue le thème au fond à gauche de l'orchestre, quand tu as 40 cordes devant, tu as besoin du fader pour l'aider, tu vois, bien sûr. pour aller la chercher, pour que, voilà. Mais ça te permet de faire une balance aussi d'orchestre avec tous ces micros qui est cohérente, voilà. Okay. Donc tu as les deux. C'est un peu comme une batterie, tu as les overheads et puis tu as le reste, en plus grand, parce que tu as un orchestre complet, mais c'est la même chose, quoi. Donc c'est l'arbre DPA que tu as, il te donne une vraie image de l'orchestre, globale, c'est super, mais souvent tu as forcément encore plus dans un studio que dans une salle de concert où ça résonne, enfin ça répond avec la salle de concert, donc ça prend du sens. Mais dans un studio, tu as forcément un peu de perte par rapport aux cordes qui sont devant, par rapport aux cuivres, aux percussions, aux petites harmonies qui sont au fond derrière. Donc il faut les aider. Voilà. Ok. Au final, c'est de la prise de son Atmos. C'est pas de la prise de son Atmos dans le sens où c'est pas des micros certifiés Atmos, mais c'est pas plus mal parce que ça donne une grande marge de manœuvre. C'est ça. Est-ce que toi, tu crois un peu aux micros Atmos, par exemple pour les ambiances peut-être? Oui, peut-être. Après, j'ai jamais essayé micro Atmos. Enfin, toi, je sais pas si ça existe, mais bon, j'imagine qu'il y a des gens qui bossent dessus. Oui, après, Peut-être. Faut essayer. Après, je suis un peu dubitatif sur le côté volume, parce que du coup, comme je te disais, tu prends le son dans un volume donné, et puis tu vas le mettre dans un volume qui est complètement arbitraire et qui est complètement abstrait, donc je sais pas trop ce que ça peut donner. Ok. Mais tu me disais, hors antenne, on va dire, que penser un mix Atmos à la production, ça peut être intéressant. Ah ça oui, par contre, ouais. Alors qu'est-ce qu'on imagine à la production pour faire quelque chose qui soit justement, tu sais, on on a écouté avant quelques morceaux, tu peux penser quelques pistes en disant ça, c'est un effet qui peut être sympa, je vais le mettre de côté, séparé, on va dire, par exemple, d'un autre effet, mais imaginons, pour je vais le mettre derrière, je vais le mettre en haut, voilà. Ça, tu peux y penser. Tu peux aussi penser à le compositeur, à la production, à la réalisation du morceau. Tu peux penser à étager peut-être pour dire, tiens, j'ai un accord sur un clavier, par exemple, je vais faire une main gauche puis une main droite, parce que derrière, la main gauche, tu peux la mettre là, puis la main droite, tu peux la mettre en haut. Ouais. Peut-être, des choses comme ça. Tu peux... En fait, c'est surtout une histoire de... Quand tu mixes en stéréo, de séparation un peu des stems, on va dire, s'il y a des stems ou multipistes, mais en tout cas, voilà, de séparation des choses pour pouvoir peut-être derrière les placer différemment dans le volume. C'est surtout ça. Intéressant. Très bien. Ouais. Écoute, moi j'ai rien d'autre à rajouter sur Atmos. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à nous dire? Écoute, que j'espère que, voilà, parce qu'on ne sait pas trop le futur, mais bon, j'espère que ça va perdurer, voilà, parce que le vrai avantage de l'Atmos, c'est cette transportabilité du système de diffusion. Donc ça, c'est ce que n'avait pas le 5.1. Donc forcément, le 5.1, ça n'a pas marché chez les particuliers parce que tu ne peux pas avoir 6 enceintes et tout. Mais par contre, l'Atmos, je pense qu'il y a beaucoup plus de chances par le fait de l'utilisation du casque en binaural, les barres de son, les télés, et puis surtout les voitures aussi qui arrivent et qui vont être vraiment petit concon Atmos, super. Ouais, donc j'espère que voilà, ça va. On fait tout pour, nous les acteurs du son, ça passe de Dolby France aux studios, aux ingénieurs, aux productions. On essaye de pousser pour ça parce que c'est un peu, je veux dire, c'est un passage du mono au stéréo, ça a été énorme. Là, c'est un peu stéréo Atmos. J'espère que ça sera aussi énorme, tu vois. Mais à chaque fois, je dis, est-ce que maintenant tu irais au cinéma voir un film en stéréo? Ça me fait mal de payer le même prix, quoi. Voilà. Voilà, tu vois, c'est un peu passé dans les mœurs, on va dire, tu vas voir au cinéma, t'es forcément en multicanal, voir Atmos, voir un machin, mais... Donc, voilà, l'avenir nous le dira, on peut pas savoir, mais... J'espère, parce que, pour le coup, en ayant écouté beaucoup de binaural, tu t'habitues. Alors, je suis dans la partie, on est habitué à écouter d'une façon, d'accord, mais quand même, quand tu passes en stéréo, c'est compact, alors qu'en binaural, tu as une aisance, une dynamique de l'air, et tu t'habitues à ça, en fait. Donc la fin de la guerre du volume, c'est peut-être grâce au... Ouais, ça peut être bien aussi. Formidable.
Voilà. Mais merci à toi en tout cas. Bah, merci de m'avoir accueilli. Comment on te chouette. suit un peu sur les réseaux Oh sociaux bah écoute, peut-être moi c'est réseaux sociaux, alors bon, on essaye de s'y mettre. Hein. Ouais. Instagram, voilà, si j'ai un site, voilà. Ok. Mais je dis ça parce qu'il y a de super projets qui vont sortir cet été, des gros exactement, artistes. ouais. Bon, faut Dommage. suivre le studio Grande Armée, Ouais. on est dans les réseaux sociaux, on essaye Ok. aussi de vivre là-dedans. Et voilà, les gros projets qui va sortir, donc ouais. Et bah, hâte d'écouter ça. Et bah écoute, merci beaucoup et puis à bientôt. Merci encore.